Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro spécial de À l'affiche depuis le Festival du livre africain de Marrakech, 4e édition, où j'ai la joie de retrouver deux grands écrivains. Alain Mabankou, bonjour. Bonjour. Prix Renaudot 2006 pour Mémoire d'un porc épic. Vous avez publié plus d'une trentaine de livres avec pour mission de faire découvrir au monde la splendeur de l'imaginaire africain. Belle mission. Et Patrick Chamoiseau, bonjour. Bonjour. Grand nom de la littérature martiniquaise, prix Goncourt en 1992 pour Texaco et penseur du concept de créolité qui met en valeur les concepts culturels et spirituels propres aux Antilles françaises. Merci beaucoup à tous les deux Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous réunir, c'est réunir et faire dialoguer le continent africain, les Antilles, le Congo-Brazzaville et la Martinique. Peut-être d'ailleurs, quel est à votre avis le lien le plus fort qui unit vos deux terres natales, Alain ? Je pense que c'est déjà le droit d'aînesse et je donnerai la parole à mon grand frère pour qu'il le fasse mieux. Parce qu'un petit frère ne doit pas prendre la parole avant le grand frère. Alors, honneur à Patrick Chamoiseau. Le lien poétique qui a été fondé entre l'archipel de la Caraïbe et les Amériques en général et l'Afrique, ça a été le lien de la douleur et de la souffrance, c'est-à-dire la traite transatlantique. Césaire en a fait le trait d'union entre une sorte de continuité, la cale du bateau négrier, tous les captifs africains qui tapissent le fond de l'Atlantique, des millions de personnes, font une sorte de continuité entre l'Afrique mère et tout l'espace américain. Et alors, vue d'Afrique, Alain Mabankou, ce lien, ce trait d'union avec les Antilles se fait comment pour vous ? Mais je pense que l'explication très magistrale de Patrick Chamoiseau témoigne aussi du fait que nous autres Africains, qui pensions que nous nous définissions par rapport à l'enracinement dans le continent, nous avons appris beaucoup du continent grâce à ces peuples qui sont allés ailleurs et qui ont eu dans leur identité la théorie de cette traversée qui est là. Donc, aujourd'hui, même pour comprendre l'Afrique, il ne s'agit pas de creuser sous la case de son père, mais il s'agit d'aller voir les feuilles qui se sont envolées au fur et à mesure et parfois qui se sont envolées au gré du temps et du vent. Vous avez prononcé ce terme d'identité, Patrick Chamoiseau, dans Éloge de la créolité que vous avez coécrit, qui est paru maintenant il y a 37 ans. Vous disiez déjà qu'il fallait sortir des identités figées. Oui. En quoi cette idée pour vous est peut-être encore plus juste qu'il y a 37 ans ? Quand on regarde bien toutes les cultures premières, elles n'ont jamais été monolithiques. Toutes les cultures ont toujours été dans des processus d'interrétroaction. Il y a deux notions, qui est la notion de diaspora et la notion de métaspora. Dans la diaspora, on reste déterminé par le point d'origine. Dans la métaspora, le phénomène qui s'est produit par la colonisation, on a une projection de la source, mais ceux qui vont arriver au point d'arrivée vont entrer dans des processus d'hybridation, de changement, etc. Et le principe de la métaspora est intéressant parce que ça nous permet de comprendre l'apparition des alchimies composites et la nouvelle nécessité de se définir selon des modalités beaucoup plus fluides. Pourquoi ? Parce que le monde étant entré en globalisation, c'est la totalité du monde qui entre dans des flux. J'ai envie de dire, Alain Mabankou, que vous êtes un peu l'incarnation de cette identité très ouverte, puisque vous êtes né au Congo-Brazzaville, que vous avez fait vos études en France, que vous enseignez encore actuellement à l'université UCLA aux États-Unis, plus tous les voyages que vous effectuez. Est-ce que cette façon de vivre, cette façon d'incarner votre identité, c'est aussi une façon de dire que l'Afrique ne se limite pas à une géographie ? Oui, ça fait longtemps que nous avons compris que définir l'Afrique par rapport à la géographie, ce n'était pas prendre vraiment la vraie température de la fièvre. Si on voulait comprendre ce qui peut-être était considéré comme des anémies dans notre continent, il fallait voir ce que les Africains qui sont partis, qu'ils soient partis par le biais du voyage funeste, de la traite atlantique, qu'ils soient partis pour la recherche peut-être économique, l'exil et autres, comment ces gens qui sont partis, ces individus qui sont partis, arrivaient à créer des identités
qui cherchaient soit à se faire reconnaître dans les espaces hospitaliers ou alors à imposer ce qu'ils avaient ramené de l'Afrique. Mais moi, je prends toujours la phrase même de James Baldwin qui sait que la vraie identité se définit par la rencontre. Comment l'Afrique rencontre les autres et comment les autres rencontrent l'Afrique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique est souvent racontée par l'autre qui pense que sa civilisation a les outils les plus adaptés à l'explication du monde. Et puis quand ces civilisations commencent à s'étioler, par exemple occidentales et autres, ils se rendent compte que ce sont les civilisations de la marginalité qui doivent constituer ce qu'on appelle même la civilisation de l'addition ou de la multiplication. Cette rencontre de l'Afrique avec les autres, cette création de l'identité par l'exil, c'est aussi au cœur de votre dernier livre, Ramsès de Paris. Vous vouliez nous raconter quoi de l'Afrique avec ce roman-là ? Dans Ramsès de Paris, ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir qu'il n'y a pas dans le corpus même des romans africains la présence des personnages du Maghreb. En général, si vous voulez avoir un personnage du Maghreb, bon, allez lire, je ne sais pas, Benjeloun, allez lire Mimoni, mais on n'a jamais vu l'Afrique subsaharienne donner parfois à un personnage une place grande. Ici, Ramsès, c'est un personnage égyptien féru de la littérature et qui est souvent en contact avec tous les autres personnages subsahariens et souvent pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est aussi un voyage sur la littérature mondiale. Patrick Chamoiseau, votre dernier livre s'intitule « Que peut littérature quand elle ne peut ?» Un titre qui amène plein d'autres questions. Je vais être très simple. Pourquoi vous avez eu envie de poser cette question-là à ce moment-là ? Oui, la question me paraissait intéressante dans la mesure où le monde est tellement désespérant aujourd'hui quand on voit ce qui se passe. On a vite fait de consentir à l'idée que la littérature, bon, c'est tellement grave que c'est pas le moment de parler de romans, de parler de poésie, à quoi ça sert tout ça, etc., etc. Et il me semblait qu'il fallait rappeler l'importance de la littérature. J'ai toujours été frappé quand j'avais 12 ans. Qu'est-ce que Césaire a opposé au colonialisme le plus brutal ? Il oppose un poème. Ce qui fait que moi, je pense qu'il faut faire attention et rappeler quand même que même lorsque la situation est désespérante, la culture, les arts, c'est déterminant. Parce que la littérature, c'est pas une force, c'est pas un pouvoir. Elle peut pas agir sur les réalités comme avec un marteau. En revanche, c'est une puissance. En ce sens qu'elle frappe tellement les imaginations, elle illumine tellement les perceptions que de grands possibles s'ouvrent dans les imaginaires. Et la meilleure manière de résister à une domination totalitaire, et c'est le système des plantations esclavagistes qui nous a montré ça, ceux qui ont résisté de la manière la plus déterminante à l'oppression esclavagiste dans la nuit des plantations américaines, c'était les créateurs, ceux qui faisaient les tambours, la polyrythmie africaine, les danseurs, les chanteurs et puis les conteurs. Et c'est là que nous avons compris que lorsqu'une domination s'exerce, ce qui est atteint très rapidement, c'est la capacité créatrice. Et lorsqu'on réanime la capacité créatrice, on permet à l'être dominé de recomposer les données de la réalité qui lui sont imposées. Vous prononcez ce mot « résister ». Ça me fait une transition vers une question d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde littéraire français a été secoué par le départ de plus de 150 auteurs et autrices de la maison d'édition Grasset suite au limogeage d'Olivier Nora, son président depuis 26 ans. Est-ce que, Alain Mabanckou, par exemple, vous comprenez ces départs, vous les soutenez ? Oui, je comprends ces départs. Il s'agit quand même de préserver l'indépendance de la création. Un écrivain n'est pas un mouton de Panurge. Donc je comprends ces écrivains et je reste solidaire et je pense que je comprends mieux les écrivains qui sont partis que le langage du capital qui vient imposer à la France ce qui a été peut-être la chose la plus abominable. Nous avons aimé la France, nous avons aimé ses principes parce qu'il y avait une certaine liberté de pensée. Et là, si on touche à la création, c'est aussi la langue française qui est en train de se poser des questions. Est-ce que la langue française
a fini d'habiter désormais la liberté? Point d'interrogation. Ça, c'est la grande question. On va terminer comme on a commencé avec le droit d'aînesse pour Patrick Chamoiseau. Il y a un lien parce que le Flammes-Temps entend aussi s'adresser à la jeunesse, faire aimer la littérature et pourquoi pas susciter des vocations. Si vous aviez un message peut-être à faire passer aux futurs écrivains qui nous regardent ou qui sont ici aux Flammes, vous leur diriez quoi? Moi, je dirais que ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est sa capacité à vivre en état poétique, c'est-à-dire une espèce de disponibilité de l'esprit, de la sensation, de l'émotion pour la beauté de l'existant, les détails, être capable d'admirer des choses insignifiantes, avoir la capacité de relier le tout et le détail, et cultiver en soi cet état poétique permet d'augmenter l'intensité de la créativité. Et un des meilleurs moyens de cultiver cet état poétique, c'est de lire, d'écouter de la musique, de danser, d'avoir des amitiés, de manger, de vivre intensément et de vivre avec une espèce d'ouverture de toute la sensibilité sur la qualité de la vie et les stimulations de la vie. Eh bien, merci beaucoup de nous aider à cultiver la beauté de notre état poétique. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.